Bien, je vous propose de passer maintenant à un autre sujet. Hier, je vous avais dit qu'on allait reparler de transport sanitaire. Alors en fait, je vais vous faire une confidence, hein. Vous l'avez compris, moi je ne suis pas des fonctions hospitalières. Je travaille avec la RTLH depuis maintenant 5, 6, 7 ans, je ne sais plus. Et en fait, quand je suis arrivé au sein de la RTLH, quand on parlait de transporteurs privés, j'avais l'impression que c'était un peu un gros mot. Du coup, on a trouvé intéressant de justement donner la parole à un transporteur privé en lien avec l'ANAP, justement, qui travaille avec eux. Et si vous vous souvenez, hier, dans l'exemple du GHT 06 qu'a présenté justement Jamel et Fabienne, il y avait l'enjeu de la gestion des flux. Donc on a décidé de se pencher un peu plus sur cet aspect, et dans les préconisations que faisait Fabienne, il y avait la dimension collaborative, partenariale. Sauf qu'une fois qu'on a dit ça, ok, mais comment est-ce qu'on peut faire? Et c'est ce qu'on vous propose d'explorer maintenant. Donc je vais demander à Julien Rimbert et à Jamel Masser de bien vouloir venir à moi, et on les applaudit bien sûr. Alors Julien, je le précise quand même, hein, tu es donc directeur du développement et des partenariats chez Keolis Santé, tu es membre du comité stratégique chez Jussieu Secours, et en 38 ans d'existence, la RTLH, c'est la première fois qu'on avait un transporteur privé qui était parmi les exposants. Mais je le précise aussi, tu es issu à la base du monde hospitalier, hein, tu as la double casquette, et tu es le trait d'union, on va dire, entre ces deux mondes qui visiblement ne s'aiment pas toujours. Et justement, tu vas nous en dire un peu plus. Bonjour Julien, bonjour Jamel. Bonjour, d'abord un grand merci pour cette invitation. Effectivement, on est très content de pouvoir échanger. L'année dernière, comme tu l'as dit, on a eu l'occasion d'échanger sur un sujet assez connexe. Et on s'était dit, en conclusion, finalement, c'est dans le dialogue qu'on trouve un maximum de solutions. C'est mieux comme ça ? C'est dans le dialogue qu'on trouve un maximum de solutions. Et c'est vrai que c'est un vrai plaisir, et je remercie la RTLH qu'on ait pu poser un stand avec Jussieu Secours, et un certain nombre d'entre vous sont venus à notre rencontre pour échanger quand ça va bien, mais aussi quand ça va pas bien. Et il faut le faire, surtout. Voilà. Je t'en prie, si tu veux un peu enchaîner. Justement, comment Oui. est-ce qu'on fait pour fluidifier justement à l'échelle d'un territoire avec cette logique partenariat? Bon, moi, j'étais très frappé de la présentation précédente. Bon, d'abord parce que j'étais aux ressources matérielles avant. Alors, les flux à l'intérieur d'un hôpital, effectivement, les applications sur les travaux, la maintenance, on voit tout de suite comment ça peut aider à dimensionner, etc. Mais finalement, les flux, quand on parle de transport sanitaire, il y en a de différentes sortes. Il y a un premier flux qui me vient à l'esprit, qui est celui du flux immatériel. Tout ce qui va se passer, éventuellement en digital, en amont de la mission de transport sanitaire. Là, on y est évidemment très vigilant. On pense aux préadmissions digitales, on pense nécessairement à la facilité de prise de commande qui va favoriser l'anticipation. Et puis, il y a les flux internes à l'établissement de santé. Là, pour le coup, on est hyper intéressé. Parce que ce qui se passe à l'intérieur de l'établissement, on l'a vu tout à l'heure, de temps en temps, il peut y avoir des bouchons, un ascenseur en panne, etc. Tout ça, pour un transporteur sanitaire, c'est des complexités qui ne sont pas du tout évidentes à appréhender. Et c'est vrai que bien gérer ces flux internes à l'intérieur de l'établissement pour un ambulancier qui circule, ça veut dire être plus facilement ponctuel. Ça, c'est quand même un enjeu très très fort pour nous. Et puis peut-être à l'échelle d'une journée, comme on a été plus souvent ponctuel, comme on a une meilleure maîtrise de cet aspect-là, peut-être à la fin de la journée, on peut se dire qu'on aura accompagné davantage de patients. Et puis il y a le flux évidemment à l'échelle d'un territoire. Et ce flux à l'échelle d'un territoire, il interroge beaucoup les établissements sur des mots qui commencent à être vraiment disséminés. Ordonnancement des parcours de soins, cellules parcours de soins, etc. Et nous, on y est particulièrement sensible parce que c'est vrai que quand on se questionne sur les flux territoriaux, on se questionne sur éventuellement des pics d'activité, des parcours, etc. Donc derrière, forcément, pour nous qui gérons des entreprises privées, ça résonne une bonne gestion des ressources. Si j'ai plus de demandes un jour, je vais vraiment affecter un maximum de moyens. Si j'ai moins de demandes un autre jour, je vais adapter mes ressources à l'offre, aux besoins en tout cas du territoire. Donc voilà, en quelques mots, ce que la notion de flux pouvait nous poser comme question en préalable. Alors je ne sais pas comment, ou est-ce que Jamel, tu veux réagir? Enfin, on peut faire un échange. Oui, je vais compléter par rapport au propos de Julien. Effectivement, le sujet du transport est un sujet éminemment important. Et l'hôpital, c'est le parcours patient. Donc du coup, depuis l'arrivée du patient jusqu'à sa sortie, et la collaboration entre les différents acteurs. Et dans cette collaboration, en tout cas, de l'hôpital et des transporteurs, c'est un élément primordial dans la réussite du dispositif.
et bien entendu en ayant une visibilité sur cette gestion des flux. Je vais prendre un exemple anecdotique. Mettre en place un salon de sortie dans un hôpital sans avoir réfléchi à la gestion des flux, c'est juste pousser les patients dans un salon de sortie, qu'on va appeler un salon de sortie no man's land, mais ils ne seront pas pris en charge de manière rapide et efficace. Et la connaissance, en tout cas, de l'établissement et de la collaboration avec les transporteurs est éminemment importante. Et dans la décennie, les choses ont beaucoup évolué, c'est-à-dire la collaboration ou la relation entre l'hôpital et les transporteurs sont importantes. Bruno Basset, président de la FNAP, présent aujourd'hui ici parmi nous, en est une illustration. C'est-à-dire que cette collaboration, elle est éminemment importante. Pendant très longtemps, on a cru qu'on pouvait faire sans les transporteurs, le transporteur sans l'hôpital. Or, cette organisation et cette prise en charge, elle nécessite un lissage des sorties de manière pertinente, parce que si on veut faire sortir tous les patients au même moment, de toute façon, on n'a pas la capacité, indépendamment du nombre de transporteurs, à prendre en charge ce patient. Donc il y a toute une multitude d'éléments qui sont intégrés et qui facilitent justement les sorties. Et ça nécessite de revenir jusqu'au prescripteur pour favoriser ce lissage des sorties. Le praticien, il doit comprendre aussi que les sorties ne se font pas tous à 10h ou à 11h. Donc le lissage des sorties est éminemment important. Et dans cette collaboration avec les transporteurs, ce qui est important, c'est que c'est cette relation qui aujourd'hui doit passer d'une relation client-fournisseur à une relation partenariale. Ah ouais, nous, on adore. Je veux dire, entendre des choses comme ça, c'est tout ce qu'on aime, parce qu'effectivement, quand on est... Je rapproche le micro. D'abord, merci à la NAP. Nous, on est ravis de voir que la NAP a autant d'accompagnement en route, parce que partout sur les territoires, il va y avoir ce dialogue, cet accompagnement des établissements et des transporteurs. Voilà. Modestement, au sein de Jussieu Secours, on a développé aussi un dispositif pour favoriser la coopération, parce qu'on est convaincu de ce que vient de dire Jamel. Il faut vraiment zapper la relation client-fournisseur pour entrer dans une logique de partenariat. On a développé un dispositif qui s'appelle une charte de coopération. J'en avais touché un petit mot l'année dernière. Cette charte de coopération, elle repose sur 2 principes. Le premier, c'est de dire, finalement, pour que ça se passe bien, il faut aligner les intérêts. Il faut qu'on ait une feuille de route qui soit claire et nette. Pour la tracer, celle-là, on fait appel à des petits ateliers d'innovation managériale sur des séquences courtes. On sait bien qu'à l'hôpital, on est tout le temps en réunion, on est tout le temps à chercher du temps, etc. Donc il ne s'agit pas de prendre beaucoup de temps. Le deuxième pilier, c'est la qualité dans la relation, le respect, le dialogue. Ça paraît évident de le dire, sauf que quand on réunit ces 2 ingrédients, bien souvent les acteurs du quotidien arrivent à faire émerger des solutions. C'est comme ça que, par exemple, sur du transport partagé, sur de l'HDJ, on est monté à des taux de 75% de transport partagé. On n'a pas fait de prescrit ou quoi que ce soit, on a pris le temps de poser les problématiques et on a laissé les acteurs travailler ensemble, quoi. Donc du coup, tu expliquais effectivement comment est-ce qu'on fait pour collaborer, mais si j'essaie de comprendre aussi, c'est qu'en fait, on va avoir un soignant ou un médecin qui va demander à son service support de lui fournir un ambulancier, et le service support va demander à un transporteur, et en fait, il y a un couac à ce moment-là, dans la relation justement, ou dans la fourniture de l'offre et du service. Donc, en fait, le transport sanitaire a été pendant longtemps le parent pauvre de l'hôpital, puisque finalement c'était considéré comme une fonction support et pas comme un maillon de la chaîne des soins. Mais même parmi les fonctions support, c'était le parent pauvre transport sanitaire? Non, le transport sanitaire était considéré comme une fonction support, ouais. C'est-à-dire que globalement on n'est pas dans le soin, on est un des maillons de la chaîne des soins. Mais on disait souvent que le fonction support aussi était le parent pauvre de l'hôpital avant, donc ça l'est encore plus. Si oui, ça l'est encore plus, puisque globalement la raison est toute simple, c'est qu'une partie du transport est prise en charge par l'assurance maladie. Et par le biais de l'article 80, c'est du transport qui est à la charge de l'établissement. Mais ça veut dire surtout que l'organisation de la prise en charge du transport sanitaire aujourd'hui implique une professionnalisation de la fonction. On y a travaillé beaucoup avec Fabienne Billot, présente aujourd'hui, parce qu'à la NAP, on était intimement convaincus que ça passait par cette professionnalisation. D'ailleurs, on a lancé un appel à manifestation d'intérêt auprès des établissements et on va accompagner un peu plus de 120 établissements sur cette professionnalisation, qui pour nous est un élément essentiel
qui va concourir à favoriser justement cette articulation et cette interaction entre l'hôpital et les transporteurs. On va en parler tout à l'heure sur le transport sanitaire partagé, qui aujourd'hui est inscrit dans la loi, puisque la loi de financement 2024 implique qu'aujourd'hui, on doit s'organiser pour que les patients puissent être transportés à plusieurs dans un véhicule. Donc, mais une fois qu'on a dit ça, comment on le met en œuvre dans le dispositif, tant côté établissement que côté également transporteur? Comment on s'organise? Et l'élément de base, c'est justement cette articulation pour savoir qui fait quoi. Côté établissement, on doit s'organiser pour prendre en charge les patients. Je pense notamment à des activités de dialyse ou de chimiothérapie, puisque vous allez recevoir des patients qui vont être dialysés. Et la réglementation impose que le transport sanitaire partagé, on ne peut pas dépasser 30 km. On va déposer le patient à un endroit, 10 km au maximum le deuxième et 10 km au maximum le troisième. Donc on doit respecter ces éléments-là. Donc ça veut dire que dans la prise en charge, qui du transporteur ou de l'établissement organise cette prise en charge? Donc il y a encore aujourd'hui un travail qui est à mener pour que cette articulation soit la plus pertinente possible et que ça ne met pas en difficulté les patients, en tout cas l'hôpital dans la prise en charge, puisque voilà, il faut gérer tout ça. Et comment on fait lorsque un patient finalement ne peut pas venir à l'hôpital pour une problématique, j'allais dire, de difficulté, etc. Enfin, donc il y a tous ces éléments à gérer. Et côté transporteur, ça veut dire aussi que les transporteurs doivent faire collaborer d'autres acteurs. Ils doivent aussi s'organiser pour favoriser la prise en charge des patients en transport sanitaire partagé. Tu voulais réagir, Julien ou... Oui, il y avait une question autour des postures et des outils pour favoriser et accompagner les flux territoriaux. En termes de posture, en tout cas chez Jussieu Secours, on a choisi une posture d'engagement. Pourquoi l'engagement? Parce qu'on a conscience des évolutions du système de santé. 2 évolutions majeures, je crois, qui créent le bon moment d'avancer sur le transport partagé. Une première évolution, enfin, un contexte économique qui est quand même difficile avec, pour les hôpitaux, des recherches d'économie, mais pas que pour les hôpitaux, c'est tout l'Ondam qui est concerné. Enfin, c'est tout notre système de santé. Et puis, des enjeux de décarbonation du système de santé. Bon, là, en fait, on a un objet qui s'appelle le transport partagé, qui coche à peu près toutes les cases quand même. Donc ça, c'est une posture d'engagement. Aussi, quand même, notion de vigilance. Et c'est ce que tu disais, Jamel, parce que finalement, c'est pas nouveau, c'est pas tout à fait nouveau le transport partagé. Ce qui est nouveau, c'est l'incitation qui se renforce. Mais en fait, à la création des VSL, dès 1984, on a eu la possibilité d'accompagner plusieurs patients par véhicule. Et puis ça a été renforcé avec les premières incitations financières en 2003, avec la première convention. Aujourd'hui, on a un vrai enjeu à soigner l'expérience patient, parce qu'on voit sur certains territoires, alors je vais prendre Keolis Santé, on est à 28% à peu près de transport partagé, sur certains secteurs 40%, mais il y a des secteurs où on ne décolle pas. Et ce n'est pas un manque de volonté, c'est qu'on a des patients qui sont hyper résistants, on a des établissements de santé qui s'interrogent, donc on a un vrai effort de pédagogie et de vigilance à tout notre écosystème pour y aller. Vraiment, je pense que c'est important de le dire parce que les caisses de sécu ont essayé de favoriser ça depuis des années et des années. Il faut qu'on y soit tous en termes de communication et d'accompagnement. Mais dans les enjeux de collaboration, est-ce qu'il n'y a pas aussi cette difficulté ou un frein, c'est que l'hôpital, c'est le service public, là où, par définition, les transporteurs privés sont des entreprises. Est-ce que c'est juste parce qu'en fait, vous venez de 2 mondes différents et que c'est antagoniste, en fait, service public et entreprise qui a une fonction lucrative? Moi, je ne crois pas. En fait, je pense que cette collaboration transporteur-établissement, historiquement complexe, par méconnaissance des contraintes de chacun des acteurs. Lorsque vous avez des entreprises privées qui ont des contraintes, et y compris d'ailleurs quand on tient compte du contexte géographique, moi je prends toujours le même exemple, le fameux triangle Bayonne, Biarritz et Anglet. Lorsque sur certaines périodes de la journée vous vous retrouvez dans ce dispositif-là, vous allez mettre 2 heures pour faire quelques kilomètres. Donc si on ne tient pas compte de ces éléments-là au départ, dans la sortie des patients, on se retrouve en difficulté. Et inversement, la prise en compte
des contraintes de l'établissement par le transporteur. Voilà, donc cette collaboration, moi j'y crois beaucoup parce que pendant longtemps on m'a dit oui, côté transporteur, oh là là, quand on arrive à l'hôpital on attend 40 minutes, et côté établissement, oh là là, les transporteurs c'est tous des vilains petits garçons. Donc il faut savoir faire la part des choses et se mettre autour d'une table et réfléchir. Et ne pas réfléchir uniquement autour de fiches d'événements indésirables, mais vraiment de pouvoir se dire comment on construit. Et ça existe, comme vient de le dire Julien. Moi, j'ai des établissements, ils font du transport sanitaire partagé depuis une dizaine d'années. Donc ça veut dire qu'il y a une volonté à la fois d'impliquer les acteurs, et aujourd'hui la puissance publique incite ce dispositif-là. Je voudrais juste revenir sur un tout petit sujet dont on n'a pas encore parlé, qui est le sujet des plateformes. Parce que pendant très longtemps, nous on était convaincus que pour professionnaliser la fonction de transport, il fallait la centraliser. Il fallait couper le cordon ombilical entre les unités de soins et les transporteurs pour être en mesure d'analyser à la fois la pertinence de la commande de transport en termes de délai. Si je veux un transport pour 10 minutes, donc je vais mettre en difficulté le transporteur, le patient qui va attendre trop longtemps. Donc ça voulait dire qu'il fallait que je puisse, au sein de l'établissement, structurer, disposer d'indicateurs pour pouvoir piloter mon activité. C'est pour ça qu'on parlait de professionnalisation. Et côté transporteur, et c'est vraiment deux sujets totalement différents. La nécessité de disposer, côté transporteur, de plateformes, alors mutualisées, unifiées, et ça c'est les transporteurs qui s'organisent en ce sens, pour être en mesure de répondre à la demande. Et pourquoi je dis ça? C'est parce que si on veut faire du transport sanitaire partagé, ça veut dire qu'il faut qu'on soit dans une dynamique de volume pour que derrière on puisse faire de l'optimisation. Et puis si on veut également optimiser le processus de transport, ça veut dire que côté transporteur, pour éviter du retour à vide, il faut qu'on ait une visibilité suffisamment pertinente pour qu'on évite ces éléments-là. Le transport routier, ça fait 40 ans qu'ils ont réglé le problème. On ne peut plus faire aujourd'hui Paris-Madrid et revenir à vide. Pourquoi? Parce qu'ils ont mutualisé, ils se sont coordonnés de telle sorte qu'ils aient une visibilité complète et un partage. Et là, côté transporteur, il y a aussi côté profession, mais je crois que je l'ai bien partagé avec les fédérations de transporteurs, un travail qu'ils sont en train de mener auprès de leurs adhérents pour justement impulser cette dynamique. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vient d'expliquer Jamel. Finalement, il y avait la question de la posture face au transport partagé et la question des outils. Et c'est vrai que face au transport partagé, il y a beaucoup d'espoir qui est suscité par les algorithmes de groupage qui sont proposés par certains plateformistes. C'est super, c'est une très bonne nouvelle. De toute façon, tous les flux qui vont être digitalisés sont bons à prendre. Et je fais une petite digression, mais tout ce qui est PMT, ordonnance numérique, etc., je crois qu'on va bien assainir les rapports sur le terrain quand on va y arriver. Mais voilà, donc il y a cet espoir qui est suscité par les plateformes qui vont être capables de grapper des missions avec un focus établissement. C'est très bien. Mais une fois que cette grappe, elle arrive dans la régulation d'un transporteur sanitaire, alors elle est régulée. Et peut-être qu'elle peut être cassée, reroutée, parce qu'en fait, ce que nous envoie l'hôpital n'est pas la photographie de tout ce qu'on fait au sein du centre ambulancier. J'ajoute à ça peut-être une connaissance aussi de nos patients et des spécificités des établissements. Donc c'est très bien ce système de grappe, mais il faut aussi qu'on puisse s'organiser. Et je reviens sur ce que tu disais, Jamel, aux sociétés de transport sanitaire, de s'organiser, etc. Nous, on y croit beaucoup. Il y a certains territoires où on propose de créer des associations qui regroupent des opérateurs du transport programmé, donc non urgent et programmé. Pourquoi faire? L'objet 1 en termes d'outillage, c'est structurer, professionnaliser le dialogue, c'est-à-dire d'avoir un vrai interlocuteur clé, un vrai organe de... Voilà. Et by the way, mettre en place des outils, quand on aura bien instauré ce dialogue et de la confiance, instaurer des outils qui peut-être faciliteront les flux à l'échelle d'un territoire. Mais c'est une responsabilité qu'on a à l'égard du système de santé compte tenu de la situation. Oui, il y a deux axes différents sur lesquels appuyer et travailler. Il y a une question là qui va forcément dans le sens de ce qu'on est en train de se dire, mais comment laisser les sorties quand on nous impose de faire les sorties avant midi? Donc il y a peut-être un troisième maillon aussi, c'est les soignants. Est-ce que vous, quand vous dialoguez avec les soignants pour leur faire comprendre effectivement la réalité des fonctions support et faciliter justement tout ce qu'on est en train de dire? J'ai envie de raconter l'exemple du centre hospitalier d'Arcachon. Parce qu'en fait, on avait des gens en face de nous, notamment de la cellule parcours patient, avec qui on se comprenait,
plus ou moins, etc. Et puis, eux, en interne, ils avaient bien senti qu'il y avait un enjeu au parcours. Voilà. Qu'est-ce qu'on a fait? Dans les ateliers d'attente réciproque, on a eu le privilège d'avoir une présidente de CME, une directrice qualité et des soignants. Ils se sont mobilisés parce que c'était des temps courts. Écoutez, ça a tout changé, quoi. Dans le mois qui a suivi, le salon d'attente a réouvert. On a eu des brancards d'attente, des fauteuils d'attente. C'est hyper fluide. On a vraiment assaini la situation. Ça, je crois qu'il y a des moments de bascule qui sont liés à la sociologie, je crois, des organisations de l'hôpital public. Mais pour que les actes, enfin, de temps en temps, un alignement de planètes. Je crois que les soignants sont en charge effectivement d'organiser la sortie, mais en amont de tout cela, il y a le prescripteur qui, lui, donc si on veut aller jusqu'au bout du dispositif, ça veut dire qu'il y a aussi une sensibilisation de la communauté médicale sur ce sujet qui les embête, puisque globalement le transport, c'est pas leur cœur de métier. Leur cœur de métier, c'est le soin. Et finalement, vous les embêtez avec le sujet du transport. C'est de la logistique. Je taquine un petit peu, mais je caricature, mais c'est une vraie réalité. Et donc, il y a encore un travail de sensibilisation de la communauté médicale pour que, quelque part, ce sujet du lissage des sorties soit une réalité et que le salon de sortie soit vraiment un salon de sortie. Juste pour rappel, le salon de sortie, c'est un concept anglo-saxon qui a été mis en place justement pour être en mesure de libérer des lits compte tenu des contraintes. Et en France, on l'a appliqué dans certains endroits. On a mis en place un salon de sortie, on poussait les patients, mais on n'a pas réglé le problème. Donc de fait, il faut réfléchir sur ce sujet de manière très globale en intégrant la communauté médicale. Et bien entendu, le président de CME qui va être un acteur majeur et leader dans le dispositif. Alors j'ai une question, après je vous proposerai peut-être de réagir et de nous raconter vos réalités, parce que c'est vrai que moi j'entends un peu tout en discutant avec chacun dans les différents moments. Avec certains ça se passe super bien, avec d'autres pas du tout, donc ce serait intéressant d'avoir vos retours là-dessus. Mais quelqu'un demande, pouvons-nous imaginer des navettes sanitaires de type transport en commun? Pourquoi ne pas s'appuyer sur les transports à la demande pour les patients non couchés? C'est une bonne question. Je crois qu'avant ça, il y a quand même des choses à faire, puisque avec le VSL, dont on va réussir à booster les usages en transport partagé, on s'ouvre des pistes, y compris pour favoriser un truc auquel on n'a pas forcément pensé, mais y compris pour favoriser l'anticipation des demandes. Quand vous avez un transport partagé avec 2-3 patients, il faut le demander et pas attendre la visite médicale entre 9 et 11 où le praticien va dire c'est bon, il est sortant. Il faut vraiment les anticiper, quitte à les annuler. C'est pas grave. Tout ce qui va être anticipé nous permet de mieux programmer et de mieux réussir ça. Et puis, il y a ce qu'Olivier a évoqué hier, c'est le type A2, c'est-à-dire une ambulance qui permet de prendre plusieurs patients en charge. Surtout que ça a une grosse vertu. Jamais tu m'expliquais effectivement sur le côté lien que les patients créent entre eux, parce qu'ils ont des problématiques communes, ils peuvent discuter, se soulager ensemble. Alors moi je trouve que la question est extrêmement pertinente. La réglementation ne le permet pas aujourd'hui, en tout cas sous l'angle sanitaire, mais sous l'angle médico-social, ces réflexions-là aujourd'hui sont menées. Et à l'ANAP, on a fait travailler des étudiants du MBA de Dauphine sur ce sujet-là, convergence transport sanitaire et transport médico-social. Et on a été regarder un petit peu ce qui se faisait à l'étranger, puisqu'on est en France une atypie, avec voilà, un système de santé un peu voilà, historique qui évolue. Mais je pense que c'est une piste d'orientation qui nécessiterait, dans le cadre d'un article 51, une expérimentation, et qui permettrait de tirer des enseignements, parce que dans certains endroits, ça permettrait de désengorger, mais de manière très pertinente, la sortie des patients. Question, réaction directement depuis la salle? Témoigner un petit peu de comment ça se passe sur vos territoires. Il y avait quelqu'un qui avait posé une question hier du CHU de Toulouse que je lui avais dit de la garder. Tu veux réagir? Non. Attends, t'as porté un micro si tu le veux bien, comme ça on est sûr de bien t'entendre. Juste laisser le temps à Michel d'arriver. Question concrète. L'article 80, ok, aucun problème. On fait du transport partagé. On le fait aussi avec nos attributaires de marché, il n'y a aucun problème. J'ai dans un secteur des patients qui sont 3 patients qui arrivent en dialyse, qui veulent à tout prix leur libre choix. Ils viennent tous les 3 en VSL. Tant qu'on n'aura pas quitté le libre choix des patients, le transport partagé pour aller faire des séances de dialyse ou de chimio, ça va être très problématique. Et je suis obligé de respecter le libre choix du patient. Oui, et puis je crois qu'on
il y a un certain nombre de représentants qui sont très attachés au libre choix du patient. Et je ne suis pas sûr que ce soit... Oui, on le comprend tout à fait. On a cette difficulté, effectivement, sur certains territoires où on pense qu'il y a du simultané à proposer. Et en fait, on a une forte résistance des patients. Moi, j'ai envie de dire, notre meilleure option pour l'instant, c'est d'avoir une approche commune de pédagogie. Chez Jussieu Secours, on va commencer à créer des commissions des usagers avec des représentants des usagers des différents territoires pour essayer aussi d'aider à cette compréhension de nos problématiques, etc. Mais je pense qu'en établissement, il faut aussi le voir et puis il faut être vigilant aussi parce qu'il y a certains... Comment dire, en tant que transporteur sanitaire, nous, notre rôle, c'est de respecter la prescription médicale. Même si on en a parlé ensemble, vous n'avez pas constaté que ça de votre environnement, mais en tout cas, c'est notre mission. Il n'y a pas d'effet magique et je ne pense pas que ce verrou va sauter du jour au lendemain. Il y a peut-être une éducation à prévoir aussi du patient. Oui, et puis je crois qu'il y a des choses aussi à démystifier. Vous avez tout à fait raison sur le libre choix du patient. Libre choix du patient m'a posé un problème, entre guillemets, juridique pendant très longtemps. J'ai cherché pendant je ne sais pas combien de temps le sujet dans le Code de la santé publique. Ça n'existe pas. Vous avez le libre choix de votre médecin généraliste, mais pas le libre choix de votre transporteur. En revanche, il y a une convention qui a été signée entre les fédérations de transporteurs, la CNAM, la DGOS, qui indique le libre choix du patient. Donc, mes codes de santé publique, ça n'existe pas. Parce que pendant très longtemps, je ne comprenais pas. Je me suis dit, mais quoi, comment, pourquoi ? Et effectivement, ce libre choix du patient, aujourd'hui, il est réaliste. Ce que j'ai découvert dans la réorganisation de la cancérologie dans un établissement, c'est que, et pourtant Dieu sait que voilà, j'étais un peu réticent sur ce sujet-là, me disant, quand vous avez fait une séance de chimiothérapie, la seule chose que vous avez envie, c'est de rentrer chez vous. Donc, partager un transport, excusez-moi, mais c'est quelque chose de compliqué. Lorsque j'ai travaillé sur ce sujet de réorganisation de la cancérologie, en discutant avec les patients, je m'étais rendu compte dans les hôpitaux de jour, dans cette population de patients atteints de cancérologie, ils étaient tous inquiets de leur pathologie. Ils partageaient leurs difficultés. Et à de multiples reprises, ils partageaient leur retour. Ils ne le partagent pas avec le voisin, avec le cousin, avec le frère, parce que c'est une maladie compliquée. Mais par contre, ils le partagent. Et donc, repartir à plusieurs dans le véhicule, ce n'est pas une contrainte pour eux. Au contraire, c'est une demande. Et vraiment, moi, j'ai mis du temps intellectuellement à accepter le fait même, parce que je me disais, si je suis patient atteint d'une pathologie de cette nature, voilà, après une séance de chimio, j'ai envie de rentrer. Donc, la mise en place du transport sanitaire partagé, et je pense que les professionnels de santé suffisamment aguerris sur le sujet estimeront en termes de prescription tel ou tel patient éligible ou pas éligible au transport sanitaire partagé. Autre question, réaction depuis la salle ? Oui. On t'apporte le micro tout de suite. Non, on n'entend pas. Normalement, il faut que ça s'allume en vert. Il y a un petit... Voilà. Oui, j'espère que cette incitation nouvelle au transport partagé va pouvoir dissiper des injonctions contradictoires où dans un marché où le référentiel fait la convention de la CPM, au lieu d'avoir une incitation au transport partagé, à une pénalisation du transport partagé, puisqu'elle impose un abattement. Et quand moi, dans des marchés, j'ai voulu suggérer d'avoir au contraire une valorisation financière pour pousser les transporteurs à faire de ce transport partagé, on me l'a empêché. Et résultat, les transporteurs préfèrent transporter les patients dans 2 véhicules différents, les facturant à 100%, plutôt que dans un seul véhicule, puisqu'ils ont un abattement, ce qui nous tire une balle dans le pied, puisque au niveau de la fluidité des sorties hospitalières, on perd des vecteurs. Voilà, c'était juste une réflexion. Donc peut-être que ça va faire évoluer les mentalités là-dessus et que ça va pousser certaines directions des achats à accepter de fluidifier, parce que quand on fait des marchés, on est aussi dépendant de ces directions et dépendant des compréhensions des phénomènes qu'on essaye d'impulser, mais qui des fois sont des phénomènes qui peuvent être contre-productifs par rapport à nos organisations opérationnelles. Voilà, c'était juste une réflexion. Ouais, merci beaucoup. Effectivement,
enfin moi je vous rejoins tout à fait. La qualité de l'achat public conditionne énormément le service qu'on va déployer sur le territoire. Et ça vaut pour les transports partagés, mais ça vaut sur bien d'autres sujets. Y compris, on pourrait très bien l'imaginer sur un contrat gagnant-gagnant qui encourage à favoriser le parcours à l'intérieur de l'établissement. On voit les choses dans certains établissements qui sont assez frappantes, puisque bon, ça a commencé depuis un moment, mais vous savez, tous les dispositifs de sûreté, contrôle d'accès, etc., ça rend fou les transporteurs sanitaires. Vous passez un temps pas possible à chercher le code d'accès, machin, mais vous n'avez pas de badge, puis vous n'avez pas de passage préférentiel pour les ascenseurs. Mais attends, c'est dans le bâtiment d'à côté, il me faut un nouveau code, etc. Il y a des choses comme ça, honnêtement, effectivement, même avec un levier contractuel, on devrait pouvoir s'inciter à faire mieux. On l'a fait avec l'énergie, avec les contrats d'efficacité énergétique, et ça fait des années que ça fonctionne. Pourquoi on ne l'envisagerait pas sur du transport sanitaire ? Oui, je voulais juste rajouter, donc Bruno Basset, le président de la FNAP, je voulais juste rajouter deux choses. Déjà pour soutenir tout ce qui a été dit et féliciter ce que Julien et Jamel ont dit, parce que c'est la stricte réalité, les difficultés rencontrées. Aujourd'hui, on a des relations avec les établissements de santé qui sont plutôt basées sur des relations d'analyse des FEI, et c'est très dommage. Et en fait, je pense que les deux points que je voulais rajouter, pour éclairer cette situation, c'est des points liés au passé et un lié à la situation actuelle de notre profession. Le passé, c'est 2018 ou un tout petit peu avant, et puis l'article 80. On est passé d'un système où les prises en soins réalisées par les ambulanciers se faisaient dans un contexte où les gens se parlaient, où les cadres de santé discutaient avec les ambulanciers, parlaient, leur téléphonaient, etc., etc. Et pas que les cadres de santé, tous ceux qui prescrivaient, à une relation où il y a eu quasiment une full digitalisation de la prescription, et les commandes sont devenues des commandes digitales, avec des démocratisations de marché, de mise en route pour qu'il y ait une meilleure optimisation à la fois économique mais organisationnelle. Et le gouvernement avait une vraie volonté derrière cet article 80. C'était probablement une concentration des sociétés, et aujourd'hui, ce phénomène ne s'est pas passé. On est toujours aux alentours de 5500 sociétés de transport sanitaire en France, pour à peu près 15 000 ambulances et 15 000 VSL, et environ 50 000 ambulanciers. Ça a donc créé une situation où, alors que les gens avant se parlaient et discutaient, où maintenant c'est du machine, quasiment tout machine, et où forcément ça engendre des difficultés. Et je rejoins le propos de Jamel par rapport à cette notion et à ce concept de plateforme et aux évolutions qui doivent obérer sur ces sujets-là. Aujourd'hui, on souffre de la difficulté à communiquer entre les prescripteurs et les réalisateurs. Et je rejoins toutes les démarches qui ont été initiées par le groupe Jussieu Secours, qui bien évidemment vont dans le sens de l'amélioration de la démarche, de la relation, de la qualité. Mais ce n'est pas le cas sur tout le territoire, ce n'est pas faisable sur tout le territoire, parce qu'on n'a pas du Jussieu Secours sur tout le territoire. Ce n'est pas du tout une critique ce que je dis, mais c'est le constat. Donc ça, c'est le premier point, c'est un point lié à l'histoire. Le deuxième point, c'est le point lié à la situation de notre profession. Et je pense que c'est la même pour les infirmières, c'est la même pour les docteurs. C'est que si on voulait mettre toutes les unités de production en France, de type ambulance ou VSL, en route, il nous faut entre 15 et 20 000 ambulanciers de plus. On n'a donc pas le choix aujourd'hui que de composer dans des schémas organisationnels contraints. Et contraints par plein de choses, à la fois la pénurie de ressources, le manque d'attractivité de notre métier, mais aussi tous les aspects logistiques sur lesquels on peut travailler avec vous. On parle de flux pour montant, descendant, transverse dans les établissements, pour gagner du temps, de l'accessibilité, des barriérages, des ascenseurs dédiés, etc., et des temps et des salons d'accueil. Mais tout ça, ça ne peut se faire que s'il y a un dialogue constructif avec les établissements et l'ensemble des responsables des flux de transport dans les établissements de santé. Mais les ambulanciers sont majoritairement, dans leur population et dans leur composition, des micro-TPE, PME. Et il faut composer avec ça. Et si le gouvernement en 2018 aurait souhaité qu'il y ait une concentration, malheureusement, ça n'a pas eu lieu. Donc il faut continuer à travailler sur ces sujets-là.
Et je ne sais pas si les plateformes vont être la résolution des problèmes. Je ne pense pas. Enfin, je porte le même avis que Jamel. Mais en tout cas, l'ambulancier est profondément un soignant qui est un vecteur indispensable dans un schéma d'organisation du soin qui évolue, avec une augmentation de l'HAD, une augmentation de la chirurgie ambulatoire, avec une diminution du nombre de lits d'hospitalisation disponibles et donc des flux plus importants vers l'hôpital et la ville. Et on doit vivre avec tout ça. Donc c'est un énorme chantier qui nous attend et on peut vous dire que... Enfin, moi, je suis content aujourd'hui d'être venu, d'avoir discuté avec un certain nombre d'entre vous et je félicite la RTLH qui travaille sur ces sujets-là en profondeur. Moi, je rejoins complètement. Je suis intimement convaincu que l'outil informatique, l'outil numérique, va permettre, entre guillemets, d'accélérer le process, mais il ne pourra pas régler les problèmes d'organisation. Le sujet de la professionnalisation de la fonction, il implique derrière une sensibilisation, une montée en compétence des acteurs. C'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui au sein de l'agence, dans l'accompagnement massif qu'on a lancé et voulu par notre direction générale. Et je pense que c'est très important. Et l'outillage vient effectivement, je dis toujours la même chose, vous donnez un outil de comptabilité analytique à des acteurs qui ne connaissent pas la compta, où je vous laisse imaginer ce que ça peut donner. Eh bien, on en est au même dispositif. Concernant la concentration des structures d'entreprises privées, Bruno a tout à fait raison. Lorsqu'on a traité ce sujet du transport, on a été regarder ce qui se passait à l'étranger. Parce qu'on s'est dit on n'est pas plus idiot que d'autres pays. Et comment tout ça se passe? Et je vais prendre juste une illustration. Dans la région Catalogne, puisque en Espagne on n'est pas en Ondam mais en Ordam, ils ont fait ce travail de collaboration entre les acteurs. Il y a eu en pratiquement une décennie une concentration naturelle qui s'est faite, réduisant le nombre de transporteurs, mais par collaboration, pas par fusion-acquisition, et qui a facilité les choses et un meilleur dialogue avec les acteurs, et que nous, aujourd'hui, on doit tenir compte de ce contexte tel qu'il est, et que là où on peut agir, c'est sur une professionnalisation de la fonction au niveau de l'établissement, facilitant une meilleure collaboration entre transporteurs et établissements. Et moi, je suis intimement convaincu. Et ensuite, au sein de l'établissement, on professionnalise en rajoutant de l'outillage pour faciliter les échanges entre les acteurs, mais ce n'est pas on met l'outil et on traite l'organisation après. C'est bien on travaille sur l'organisation et ensuite on met en place l'outillage. 100% d'accord, et ça fait plaisir d'entendre des transporteurs sanitaires qui se sentent concernés, parce que le transport sanitaire, c'est un opérateur de santé publique. C'est pas un fonctionnaire, il n'a pas une mission de service public, sauf que son métier, il s'inscrit dans un parcours de soins. Et en tant qu'opérateur de santé publique, chez Jussieu, on s'est aussi posé la question des impacts dont tu parlais, y compris le virage domiciliaire, des maladies chroniques, des personnes qui vieillissent à domicile. Et on a aussi entendu des CPTS nous dire « mais attendez, nous, on n'y comprend rien, là. On ne sait pas comment on va appeler tel ou tel moyen ». C'est pour ça qu'on croit beaucoup, j'en ai parlé tout à l'heure, mais je redis un tout petit mot, on aimerait bien créer des associations qui facilitent l'accès aux soins, et qui soit un regroupement de transporteurs sanitaires qui assurent du transport programmé et dans lequel on crée une émulation, parce que le monde du transport sanitaire a aussi à évoluer dans le dialogue, a aussi à mûrir et à comprendre mieux son environnement. On croit beaucoup à ça, et quand ça s'est structuré, quand on a un vrai interlocuteur pour dialoguer avec tout l'écosystème, alors je rejoins Jamel, l'outil va venir mettre le sel et le poivre sur le plat. Alors, juste une dernière chose. Dans le travail qu'on a mené au sein de l'agence, bien entendu, on a interagi avec les fédérations de transport sanitaire, et pour nous, c'était très important au fur et à mesure des années de voir un petit peu quelle était l'évolution du métier, etc. Mais on a eu cette chance d'avoir des acteurs qui ont travaillé avec nous pendant des années, et en l'occurrence Fabienne Biot, ici présente, ex-responsable de la fonction transport à Montpellier. Et un jour, elle me dit, mais tu sais, nous, la collaboration avec les transporteurs, non, mais il n'y a pas de sujet. Je lui dis, c'est pas possible. C'est pas possible. Dans plein d'établissements, c'est une difficulté sans nom. Elle m'a dit, écoute, je t'invite, tu descends à Montpellier et puis tu participes à une réunion d'articulation, non pas autour de FEI, mais autour d'une discussion prospective. Eh bien, effectivement, j'ai été scotché, mais parce que au sein de l'établissement, il y a un niveau de maturité qui a été mis en œuvre dans la fonction transport, une collaboration, entre guillemets, active, qui favorise aujourd'hui l'échange et une fluidité du dispositif. Et donc, en tout cas dans leur établissement et dans d'autres, l'article 80, c'était un non-phénomène. Et dans d'autres établissements, on s'est réveillé avec la gueule de bois.
Eh ben, un grand merci, messieurs, pour ce dialogue. Cette ouverture vers des perspectives encore plus intéressantes, effectivement, pour toujours améliorer, créer cette collaboration et fluidifier donc le transport sanitaire à l'échelle d'un territoire.